Merci aussi au Drawing Lab de nous accueillir ce soir. Donc pour cette rencontre entre Lucie Horta et Lorraine Germont. Je suis moi-même la commissaire de l'exposition dans laquelle nous sommes installés, dans une Roselle. Et donc c'était assez facile de choisir les intervenants puisque Lucie et Lorraine ont l'habitude de travailler ensemble depuis 10 ans autour du vivant et que on est dans une actualité puisque Coal, que Lorraine Germont dirige, a lancé une saison sur la biodiversité. De son côté, Lucie, dans le cadre du duo Lucie et Georges Horta, s'intéresse plus particulièrement clairement à la biodiversité depuis 2009, même si depuis le départ, le vivant était intégré dans leur travail, puisque focalisé sur l'humain, mais aussi son rapport à l'environnement, d'humain à humain, et de l'humain à son environnement et à son contexte. Donc l'occasion était tout à fait idéale pour se réunir dans cette exposition et aborder la question de la biodiversité et de l'engagement de l'artiste. Donc on a un cadre assez idéal pour ce faire qui nous inspire la joie et le plaisir du vivant. Donc je vais laisser tout simplement la parole à chacune d'entre elles. Je ne vous ai pas beaucoup présenté, si vous avez envie d'aller plus loin. Merci d'avance. Je crois qu'on va avoir le temps de découvrir plus en détail Lucie au cours de cette discussion. Donc effectivement, ce qui nous rejoint, donc en deux mots, effectivement, Coal, c'est une association que j'ai cofondée, que je dirige depuis 12 ans maintenant, et qui se consacre à développer, à promouvoir une approche culturelle de l'écologie. Je ne sais pas si le micro... Je m'éloigne. Et donc, effectivement, en particulier cette année, donc je suis très contente déjà d'être avec Lucie ce soir, puisque effectivement, ça fait 10 ans qu'on a la chance de se croiser, de collaborer régulièrement sur des projets, des expositions, des rencontres. Et cette année, effectivement, alors ça aurait dû, parce que les choses sont évidemment très différentes que prévues, être une année ancrée sur la question de la biodiversité du vivant, notamment parce qu'aurait dû avoir lieu en juin dernier, puis en janvier prochain, mais finalement peut-être pas avant l'année prochaine, le Congrès mondial de la nature, qui est un sommet international pour tenter de faire avancer la mobilisation des États et la réglementation en faveur de la préservation du vivant. Donc dans ce cadre-là, nous avons effectivement mis en place une saison culturelle pour le vivant qui s'appelle donc Vivant, avec pour objectif de fédérer tout un tas d'initiatives, de démarches, de montrer la créativité des artistes sur ces questions liées à la nature et promouvoir une approche effectivement plus sensible de cette question de la reconnexion au vivant et de la préservation des écosystèmes. Donc la biodiversité, on parle en fait aujourd'hui de la 6e extinction du vivant. La dernière, la 5e, c'était il y a 65 millions d'années quand les dinosaures ont disparu. Donc on est vraiment face à une période profondément inédite de disparition de la diversité biologique, aussi bien la diversité des écosystèmes que des espèces. Et on peut, en 40 ans, on a perdu 60% des animaux sauvages, 50% de la barrière de corail en 30 ans. Une espèce sur 5 en France est considérée comme menacée ou éteinte. Donc on est vraiment face à une situation d'urgence absolue. Et donc à un moment, l'idée c'est pour ça qu'on a décidé d'orienter aussi cette conversation aujourd'hui sur la question de l'engagement, puisque Lucie et Horta font partie de ces artistes pionniers qui, depuis leurs premiers travaux, se sont posé la question de la responsabilité de l'artiste, de son rôle dans les changements de représentation, les changements d'imaginaire, comment la création, l'art, l'inventivité pouvaient contribuer à dessiner de nouveaux imaginaires collectifs, favoriser le passage à l'action, l'engagement politique, et puis faire évoluer les façons de faire, de produire, de penser. Donc on va commencer effectivement, Lucie, effectivement depuis les années 90, avec vos premières œuvres, les refuges ouverts, les Horty Recycling, vous avez tout de suite posé cette question de l'écologie dans votre travail, la question de l'engagement. Oui, tout à fait. Lorraine, comme tu dis, on a commencé peut-être juste résumer le couple Lucie Jorge avant que j'avance sur ça. Je travaille avec Jorge Horta qui ne peut pas être là ce soir. Il vous salue quand même. Il est actuellement au moulin dans nos ateliers à la campagne. Donc Jorge est un artiste argentin, donc il a une pratique
engagé en Argentine pendant la période de dictature entre 72-73 jusqu'à 83-84, quand il est arrivé en France, à Paris, grâce à une bourse de recherche du ministère des Affaires étrangères. Et donc, je l'ai rencontré en 91-92. Donc, on peut dire que c'était le déclenchement de notre travail, mon travail, notre travail de couple, notre couple d'artistes, de tout, quoi. Et tout de suite, en 91-92, j'ai démarré, en sachant que j'étais styliste, dessinatrice de formation, styliste de mode. Donc j'ai commencé tout de suite à poser les questions de mon rôle, mon engagement en tant que designer artiste. Et à cette époque-là, j'ai commencé à dessiner les vêtements refuges, les architectures corporelles qui deviennent des objets de médiation avec un public pour parler des questions d'immigration, de personnes sans logement, etc., etc. Donc, dès le départ, Jorge et moi, on mis ensemble nos recherches communes. À l'époque, Jorge travaille aussi sur les déplacements forcés à cause de la guerre du Golfe. Donc, tout ça, c'était le déclenchement de cette crise économique suite à la guerre et l'effondrement de l'économie en 91, 92, 93. Et donc, on était face à une situation que l'art, en quelque sorte, s'effondrait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre rôle en tant qu'artiste? Donc, on s'est mis nos forces communes, nos engagements communs à imaginer les nouvelles formes artistiques. Donc, prendre ces vêtements refuges qui étaient très innovateurs à l'époque. On n'a pas vu ce genre de réponse en tant qu'un designer, un styliste, malgré que je le concevais comme un projet de recherche plutôt d'artiste. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, on continue sur plein de projets pour arriver à celle que Laurent a citée, celle de Horti Recycling. Il y a d'autres, je vais pas parler de tout parce que sinon on n'aura pas le temps, mais en particulier, je crois que vers les milieux des années 90, après de nombreuses performances, des interventions alertées sur les problèmes de son logis sur Paris, à l'international, etc., on a commencé aussi à poser la question sur la distribution de l'alimentation. C'était en 96, on a vu l'ouverture de la communauté européenne et le libre-échange entre notamment les produits agricoles, mettre en péril les agriculteurs français. Donc c'était un déclenchement pour nous, on était horrifiés face à les manifestations des agriculteurs à cette époque. Je pense que c'était l'été de 95-96, j'ai un peu du mal avec mes dates là aujourd'hui, mais je ne sais pas si entre vous dans le public 97, oui, peut-être 96 qu'il était le déclenchement, et après le projet c'est un an plus tard. 96, les agriculteurs, juste pour vous rappeler, ils ont déversé toutes les récoltes sur les autoroutes. Et on était démunis, nous aussi, face à cette gaspillage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller récolter ces légumes pour redistribuer à les personnes en difficulté qu'on a rencontrées lors de nos projets, des performances de vêtements refuges, des rencontres, les workshops qu'on avait organisés avec plein de communautés. Donc on a commencé à se poser les questions à comment, dans nos vies quotidiennes, on pourrait recycler les aliments. Donc on est allé sur les marchés parisiens, récolter les aliments qui étaient par terre, qui étaient jetés par terre à la fin des marchés, à la rencontre aussi des communautés qui faisaient les mêmes choses, des glaneurs, et enregistrer ces conversations, ces communautés. Et ensuite, à partir de ça, on a imaginé des objets médiateurs, notamment des cuisines mobiles qu'on pouvait tout de suite cuisiner, nettoyer, cuisiner ces aliments pour pouvoir les redistribuer. Donc on a commencé à imaginer des systèmes de recyclage, de redistribution. Et ça, je pense que un projet phare pour nous qui dure encore, je dirais, notre intérêt pour les aliments, l'alimentation, la santé humaine, la santé de la planète, la redistribution plus équitable, sourcing locally, comme on appelle ça, le court-circuit, exactement, le circuit court de l'alimentation.
Ça s'est ensuite amené vers plein d'autres projets. Je pense qu'est-ce que tu avais sur les listes. Refugee, on a déjà parlé. Oui, après, bon, juste pour finir avec l'alimentation, oui, le meal, oui, exactement. Je pense que ce qu'on a trouvé intéressant avec ce projet, bon, on pouvait, à travers cette récolte, à travers la fabrication d'objets, il y a aussi la mise en place des forums, je dirais des rencontres grâce à l'alimentation, grâce au repas, grâce au food qu'on a pu produire. Donc on a commencé à collaborer avec des chefs et organiser des dégustations en plein air. Et c'était ça qui nous a dit, écoutez, cette forme de participation et d'échange, de partage à travers les dégustations, on va utiliser ça comme un processus, un déclencheur aussi pour amener différentes communautés ensemble pour discuter des problèmes plus larges. Donc, à partir de ça, nous avons mis en place le projet qui s'appelle 70x7 le repas, 70x7 le meal, qui prend son symbolique. 70x7, c'est un symbolique biblique, mais on le trouve dans énormément de cultures. C'est l'idée de l'infini, que cette personne puisse inviter 7 d'autres, et 7 d'autres, etc., jusque cette chaîne, cette maillon arrive à créer de nouvelles rencontres et on arrive à amener diverses communautés ensemble. Donc nous avons commencé à mettre en place, grâce à ces expériences de Horti Recycling et dans le même panier, cité là justement, de nombreuses banquets, des buffets, des dégustations en plein air, des dîners, des déjeuners. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'on a réuni des centaines de milliers de personnes autour de la même table. C'est pas la même table, métaphoriquement c'est la même table, parce que chaque fois on a des dispositifs aussi de déclencheurs, de conversation, de mise en relation avec les objets médiateurs. Notamment, vous allez voir derrière vous sur le mur l'assiette Royal Limoges, l'assiette 70x6. Celle-ci, c'était fait pour un dîner qui aurait dû avoir lieu au Yorkshire Sculpture Park, mais ça parle de la perte de biodiversité en général sur la planète, et une discussion aurait dû avoir lieu à voir ça, mais beaucoup de ces repas ont eu lieu et beaucoup de communautés qui ont pu se rencontrer grâce à cette méthodologie, ce processus qu'on a mis en place, et les œuvres qu'on fabrique, qu'on crée pour pouvoir organiser que un repas, c'est pas uniquement un repas, c'est autre chose. C'est un moyen de se rencontrer. Tu veux dire quelques mots aussi sur Horta Water ? Ah oui, donc ça c'était l'alimentation à partir de 96, et je pense qu'on aborde l'alimentation dans cette salle ici, où je vois vous allez voir quelques dessins de ces unités mobiles. J'avais parlé des cuisines mobiles. Il y a des unités, ça s'appelle les Horti Recycling Unit, faites à partir toujours des objets existants qu'on reconditionne, on recycle, on refistole, on ajoute les frigos, des plaques de cuisson, etc. Donc vous allez voir sur le mur. Et dans la salle, là, j'ai privilégié l'installation, je veux dire l'organisation de l'espace plutôt autour de l'alimentation, l'eau et la rencontre. Donc vous allez aussi voir un peu nos dessins de processus à partir de 70x7 et comment on imagine que ces rencontres peuvent se faire grâce à ce symbolique. Et dans le mur en face, c'est le projet Horta Water que nous avons démarré, je dirais que c'est manifesté en 2005, mais il est démarré bien auparavant. Les recherches ont démarré bien auparavant, mais on a pu exposer nos premières œuvres Horta Water à la Biennale de Venise, à la Fondation Bevilacqua da Massa, et on a mis en place une unité de potabilisation d'eau. On a potabilisé en rang potable l'eau du canal de Venise, justement pour distribuer au public et faire en sorte que les dégustations de cette eau, quand on voit que c'est pourri, on sait que c'est pourri, on sait que c'est les eaux les plus polluées pratiquement de l'Europe, puissent se transformer. Donc c'est justement par l'action de dégustation, l'action d'être impliqué dans ces émotions de dégustation, qu'on puisse apprendre les possibilités de transformation de la société. Donc ces projets
j'ai évoqué un peu cette idée de transformation à travers le repas, les échanges, aussi les objets médiateurs. En fait, tous nos projets depuis le refuge web 91-92 va dans ce sens-là. Comment on peut déclencher les actions aussi auprès du public. Donc effectivement, là, on a un peu balayé certains de vos grands projets. Si on repart un peu plus de cette exposition et de la question du dessin, en lien avec cette question du vivant et de la nature, on se rend compte qu'il y a une filiation assez forte avec les sciences naturelles qui, historiquement, ont beaucoup pratiqué le dessin pour classer, archiver les plantes. Historiquement, tous les naturalistes ont représenté. Il y a des grands peintres comme Redouté ou Jean-Jacques Audubon qui a réalisé ce grand livre des oiseaux, donc qui a réalisé ces 435 planches incroyablement peintes qui représentent les oiseaux d'Amérique. Donc on retrouve ce goût-là du dessin pour aussi permettre l'observation de la diversité de la nature, des plantes. Comment vous positionnez par rapport à cette filiation ? Oui, tout à fait. On a commencé à dessiner des plantes en 2009 grâce à une rencontre avec le musée Histoire naturelle de Londres. À l'époque, ce musée avait un département d'art contemporain, donc c'était important déjà d'intégrer l'art dans le musée et déclencher des échanges avec les scientifiques du musée. C'est un musée avec de nombreux scientifiques et des départements de recherche. Donc l'idée de faire une exposition dans le musée, c'était aussi de collaborer avec les scientifiques dans divers domaines. Et en fait, on a été invité en 2009, puisque l'année suivante, en 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité. Auparavant, évidemment, on s'intéressait à la disparition des espèces, c'est quelque chose qui nous a touchés personnellement, mais on n'a pas vraiment planché dedans artistiquement. Donc, grâce à la rencontre avec le musée, grâce à les échanges qu'ils ont pu mettre en place avec les scientifiques, et notamment, tu parlais de ces planches de dessin des grands voyageurs, les navigateurs de l'époque, les scientifiques, qui étaient aussi des illustrateurs, ou des fois commandaient des illustrations à d'autres illustrateurs qui les accompagnaient. On a eu la chance inouïe de ouvrir les tiroirs et regarder les dessins de Darwin avec les collectes des espèces, les annotations, etc. etc. Toutes les grandes dessinateurs de l'époque, j'oublie le nom pour en citer, mais ça nous a venu l'idée de concevoir des œuvres autour de ces tiroirs de conservation, les objets qui sont cachés, qui se dévoilent petit à petit. Et on a aussi été évidemment très inspiré par ces planches de dessin, et je pense qu'effectivement on reprend l'esthétique dans certains de nos dessins. Je pense que j'essaie de regarder derrière s'il y a un exemple, mais quelque part oui. Je pense que ce qui est intéressant dans la composition de ces dessins de 17e, 18e siècle, 19e même, c'était plutôt, ces périodes-là, celles qu'on a observées, que beaucoup d'attention se passe dans les marges. C'est pas forcément, évidemment, il a l'espèce devant soi, mais il y a tout ce qui se passe autour de ce dessin. Que l'artiste, le scientifique, a voulu aussi témoigner de plein d'autres choses que l'espèce, que l'interrelation de cette espèce-là avec d'autres dans la nature il ou elle, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dessinatrices, observaient pendant leur voyage. Donc je pense qu'on a repris certains de ces codes illustratifs j'arrive pas, de dessin, pour justement rappeler qu'il faut découvrir. Les choses se passent aussi dans les marges, dans l'invisible en quelque sorte. Et l'effet que certains dessins se ressortent en couleur et d'autres qui sont en crayon ou
en monochrome d'aquarelle, c'est aussi cette volonté-là. Donc ça, c'est effectivement pour les dessins. Et après, bon, je continue sur le voyage. Oui, je continue. Oui, donc c'était, voilà, ces premières rencontres, c'était d'abord avec les scientifiques. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on va faire sur le sujet de la biodiversité? On est amateur, on ne sait absolument rien, on ne sait pas comment l'aborder. Donc c'est grâce à ces rencontres que, avec des scientifiques, mais passionnants, qu'on s'est dit, bah, écoutez, si on veut témoigner de la perte de biodiversité, ou pas l'absence forcément, l'abondance aussi de la biodiversité, c'est de partir dans la zone la plus diverse de la planète, en Amazonie. Donc on a, grâce à la bourse de le musée, on a pu justement voyager en Amazonie péruvienne avec des scientifiques encore de l'université de Oxford, le département de l'Institut de changement climatique, pour partager leur expédition. C'était une expédition de travail, et les aider, les accompagner justement dans cette recherche qui va se dévoiler pendant des années. Donc c'est des cycles de 5 ans que les mêmes scientifiques retournent au Pérou pour visiter les zones sensibles qui sont accompagnées par les scientifiques locaux. Donc on a pu travailler et mettre la main dans la pâte. On a dû chasser les abeilles, taguer les arbres, faire des prélèvements de terre, être envahi par les moustiques et tous les insectes, et vivre cette expérience. Je pense que c'est très important. Vous allez aussi, on va parler de ça tout à l'heure, de l'expérience de sentir l'environnement, d'être dans ces environnements extrêmes. L'Amazonie, c'est extrême, autant plus l'Antarctique, qu'on va parler tout à l'heure. C'est être sur le terrain. Et c'est important, si on va témoigner de quelque chose, d'avoir vécu en tant qu'artiste. Donc on a passé 3 semaines là-bas, et difficile à dessiner sur place parce que c'est très humide. On est parti avec tout l'équipement qu'il faut, mais on a laissé tomber, presque impossible. Il faut des plumes spéciales, et des outils spéciaux pour dessiner dans ces zones. Et aussi, il faut privilégier certains outils, parce que le sac à dos, il faut l'apporter pendant des jours et des jours. On a marché des autres Andes jusqu'à la bassin amazonien. Et oui, on a fait des photos, on a fait des vidéos, et ensuite, grâce à tout ce qu'on a récolté sur place, on a démarré le projet Amazonia. Donc Amazonia, c'est un peu ce mur-là et les grandes toiles qui sont très coloriées. Amazonia, ce n'est pas le lieu proprement dit, malgré qu'on était en Amazonia. Amazonia, c'est une métaphore de la biodiversité dans le monde entier. Donc on connaît, tout le monde dans son imaginaire a une idée de qu'est-ce que c'est l'Amazonie, mais l'Amazonie, c'est partout, et on est forcément en lien avec cette zone sensible, mais aussi c'est un moyen de porter l'alarme aussi sur d'autres zones sensibles dans le monde. Ça y est? Je ne sais pas si j'ai débordé de la question. C'est pas grave. Oui, effectivement, on voulait parler un petit peu de cette collaboration avec les scientifiques dont tu parles. C'est une question parce que, effectivement, c'est un des grands axes de la question de l'art et de l'écologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste peut contribuer à rendre visible des recherches qui sont parfois complexes, rendre visible aussi des écosystèmes qui sont complexes, et puis traduire d'une certaine manière des recherches souvent intangibles. Comment ça se passe, la collaboration? Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Tu peux nous raconter peut-être plus précisément comment ça s'est fait en Amazonie, ou je pensais aussi au projet Grénothèque, par exemple, aussi quand on parlait de cette question des sciences naturelles et de cette classification des espèces. Là, j'ai l'impression que vous êtes aussi beaucoup inspiré de cette façon de faire scientifique, de méthodologie scientifique. Voilà, comment vos méthodes s'inspirent mutuellement? Oui, je dirais qu'on est très proches en méthodologie, les artistes avec les scientifiques. On a fait que on va rechercher, on va faire évoluer une question, et on va l'analyser, cette question, et ensuite
voir si ça fonctionne, cette question, si on arrivait à un résultat à partir de cette question, et ensuite reposer des nouvelles questions, etc., jusqu'à arriver à une conclusion. On n'a pas encore arrivé à toutes nos conclusions parce que on a décidé, puisque les projets sont complexes, les thématiques sont complexes, le problème de la biodiversité, le fond des glaces en Antarctique, Arctique, l'alimentation demande des années de recherche. Donc, forcément, on ne pourrait pas faire ça toute seule. Donc, on est en collaboration, et pas qu'avec les scientifiques, des philosophes, des spécialistes de l'alimentation, des académiques des universités de divers domaines pour pouvoir mener, en fonction du projet, les ingénieurs d'eau, des architectes, des scientifiques de plein de domaines différents. Avec les scientifiques qu'on a rencontrés grâce au musée de l'histoire naturelle à Londres, c'était la paléontologie, qu'on a eu une très grande collaboration. On parle de dinosaures, je parlerai de ça tout à l'heure peut-être. Ça nous a fasciné, la grande disparition et la fascination des dinosaures, évidemment, dans le musée d'histoire naturelle. Qu'est-ce qu'on expose en premier lieu? On expose le fossile de c'est Diplodocus, zut, c'est pas le Tyrannosaurus Rex parce qu'il est à côté, c'est le grand Diplodocus, c'est ça, c'est l'immense, le plus grand dinosaure ayant vécu sur la Terre. Et c'est le premier d'entrée dans le musée. Effectivement, tous les enfants rêvent d'aller voir les T-Rex qu'il est dans la salle à côté, qui parle encore aux enfants avec ses grognements. Donc, on voulait justement, la grande disparition, parler de la 6e extinction grâce à le moulage des fossiles. Donc, on est allé dans les réserves du musée. On a choisi les os qu'on souhaitait mouler, transformé en œuvre, et on a utilisé la porcelaine pour faire cette transition entre le fossile qui a duré tant d'années, 65 millions d'années, et le fossile qui est tellement fragile, sur lequel nous avons inscrit nos dessins. Donc, beaucoup de ces dessins que vous voyez au mur. Et vous allez voir un des fossiles qui est là-haut, je crois, à l'entrée de Drawing Lab, c'est le Elephant Bird Egg, c'est la dernière espèce d'avoir disparu sur la planète, les derniers dinosaures, ça fait pas très longtemps. J'oublie, c'est Jorge qui est très bon avec les dates, il n'est pas là ce soir pour m'aider. Bon, c'est le dernier dinosaure qui est disparu. Donc on a eu la chance de pouvoir mouler. C'était aussi une collaboration incroyable, et portée volontaire et très excitée de pouvoir transformer les os en porcelaine, en œuvre d'art. Notamment le voyage en Amazonie, c'est très intéressant de parler de ça, parce que c'était les scientifiques qui nous avons invités. Évidemment, on voulait aller avec tellement d'envie, tellement on a cherché tous les moyens de pouvoir aller. Avant d'être invité par le Environmental Change Institute, l'Institut de recherche de changement climatique, parce que les scientifiques ils sont arrivés à un impasse avec leur recherche, avec les moyens de communiquer. Ils nous a expliqué ça, c'est leur mot, impasse. Comment on peut faire? On n'arrive plus à parler avec le public, le grand public. Il y a trop de données, il y a trop de science. Et on est persuadé que les artistes sont un vecteur de communication important en transmission de ces informations que nous on visualise en data, en graphs, en graphiques, etc., en schémas, en chiffres, et on a besoin de vous. Donc on est parti avec un groupe d'artistes, c'était pas que nous, grâce à une organisation qui s'appelle Cape Farewell. Je vous invite à regarder un peu ce qu'ils font, parce que leur ambition c'est toujours de mettre en collaboration les artistes et les scientifiques. Ils font depuis maintenant une quinzaine d'années, je crois, Cape Farewell. Chaque année, ils organisent une exposition. 2020, oui, 15 années.
premièrement arctiques, parce que c'est là où on témoigne de l'effondrement des glaces, c'est les témoins, l'indicateur le plus important, l'Arctique. Donc les premiers lieux, c'était marier les artistes avec les scientifiques et les envoyer en Arctique pour témoigner et produire un résultat. Et nous, c'était en 2009-2010 qu'on est parti pour la première fois en Amazonie grâce à l'Institut de changement climatique. Donc oui, et après, je dirais, nous particulièrement, Jorge et moi, on se sent responsables. C'est l'éthique de notre travail, c'est cette responsabilité que les artistes nous ont partagé leur savoir et comment on peut c'est pas rendre service, c'est pas le mot, mais c'est pas rendre service, c'est comment on peut. On a vraiment envie de les aider, c'est une responsabilité, c'est ça que je veux dire, on est responsable de transmettre le maximum qu'on peut à travers les œuvres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi beaucoup de techniques différentes pour cette exposition, aussi bien les dessins que les sculptures, les porcelaines que je viens de vous décrire. On a fait beaucoup d'enregistrements sonores, de vidéos, des photographies, donc il y a énormément d'œuvres dans cette série amazonienne et ça continue encore. Comme je vous ai dit, on a fixé 10 ans de travail, mais on n'est pas parti, oui, c'est déjà passé 10 ans. C'est un projet qui nous préoccupe, qu'on a envie de travailler beaucoup plus longtemps encore. Oui. Sur cette question justement de la responsabilité face à l'urgence écologique, donc on est face à une situation de crise, comme tu le dis, il y a cette manière, on peut s'impliquer en tant que vecteur, comme tu viens très bien d'expliquer, dans le cadre notamment de partage de la connaissance, notamment des connaissances scientifiques, mais pas seulement. Il y a aussi la question de la prise de conscience et de l'alarme. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans votre travail. Vous avez beaucoup utilisé à une époque tous les langages de la Croix-Rouge, la question de l'urgence qui revenait beaucoup comme un outil, comme voilà, un signal d'alarme. Donc, à quel moment vous êtes aussi des lanceurs d'alerte et entre justement lanceurs d'alerte, aide à la prise de conscience, au partage de connaissances et en même temps gardien de la nature, c'est un très beau projet qui émane d'Amazonie, je crois, sur cette question des Guardians of Nature, qu'on a d'ailleurs choisi en couverture de notre saison vivant, sur comment aussi, voilà, non seulement faire prendre conscience, agir sur le champ politique et symbolique, mais aussi à un moment donné rentrer dans les pratiques de résilience et voir comment à l'échelle individuelle, vous en tant qu'artiste, mais aussi les gens qui vous entraînez dans les projets, peuvent à leur tour devenir des gardiens de la nature et passer dans des actions concrètes de préservation. Donc, est-ce que tu peux nous passer un peu de ces deux rôles, entre le rôle lanceur d'alerte et gardien ? Oui, on revient au tout début encore, parce que je dirais qu'à l'époque, en 91-92, on ne parlait pas suffisamment d'émigration, de sans-logis, sans-abri, ça s'appelait à l'époque. Donc, en choisissant travailler sur ce projet, c'était aussi à lancer des alarmes. Et ces vêtements refuges, ces architectes copains, la volonté de le mettre dans l'espace public, confronter le public, c'était aussi c'était provocateur. Effectivement, c'était, voilà, écoutez, le problème existe. C'était un lanceur de l'alarme. À cette époque-là, on n'avait pas forcément les solutions, malgré que les vêtements refuges, c'est un tente, un abri individuel. Malgré, plus tard, on a vu, malgré l'alarme que ça sonnait à l'époque, et les gens étaient effrayés que les personnes sans logement pouvaient dormir dans un tente, et aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Donc, je dirais que ces 30 années, c'était une alarme il y a 30 ans et aujourd'hui on le vit. Et ça, c'est pour chaque projet que nous concevons. On choisit exprès les sujets qui, à l'époque, qui n'étaient pas encore l'actualité, qui n'étaient pas encore médiatisés, on jugeait qu'il fallait en parler plus. Donc on a choisi l'eau avant que le grand public, je dirais, s'est rendu compte le problème de manque d'eau dans le monde, la sécheresse ou en l'occurrence les paradoxes, l'inondation, le changement climatique, l'excès d'eau.
l'alimentation aussi, 96, on a commencé à glaner et parler de glaner bien avant Agnès Varda, elle a fait 6 films. Donc, on essayait chaque fois d'écouter, il y a un problème, il faut absolument qu'on le rende visible, et le moyen qu'on le fait, c'est utilisant l'art, c'est nos outils de base, nos formations, et aussi mobilisant le public, le grand public aussi autour de ces questions. C'est aussi à travers la télévision, à travers les actions qu'on met en place dans l'espace public, à travers ces grands banquets que je venais de décrire avec des centaines de milliers de personnes. Je voulais dire quelque chose. Tu parlais de les lanceurs d'alarme qui se trouvent, je pense aussi, cette symbolique dans nos œuvres, effectivement. Regardez, je vous invite à regarder plus en détail les dessins, parce qu'il y a des objets qui reviennent. Le bouée de sauvetage, la gourde percée, la gourde avec des trous, le brancard, le lit de camp, le parachute, le tente, la parachute, le tente, des véhicules. Ce sont effectivement des objets fonctionnels, mais pour nous, ce sont des métaphores. Donc, un bouée de sauvetage, évidemment, ça sauve une vie si on le jette à l'eau, mais c'est sauver une vie, on va le jeter en Amazonie pour sauver les espèces. Le parachute, ici derrière moi, le parachute, nous avons choisi le modèle pour fabriquer les objets parachutes. C'est un modèle qui est utilisé lors des interventions humanitaires. C'est un parachute, en anglais c'est un drop parachute. C'est un petit modèle qui peut être jeté, c'est pas le mot, envoyé dans les zones inaccessibles, des tremblements de terre ou des zones en conflit, etc. Et cette parachute va amener de l'alimentation, des médicaments, etc. On voit quelques dessins là derrière. Donc le parachute, apporte quelque chose. Nous, quand on fabrique des parachutes, vous allez voir des dessins dans chaque salle des parachutes. Il apporte de l'eau, il apporte du confort, il apporte des aliments, il apporte aussi de l'amour et de l'affection à travers les objets qui sont accrochés. Donc c'est une métaphore importante pour nous, ces objets. Et aussi, on appelle ça l'objet signe, l'objet métaphore. Et on va le retravailler, on va trouver le parachute en Antarctique et en Amazonie, et derrière moi il y a le parachute qui amène des graines ou qui dépose des graines. Donc c'est une bombe de, on appelle ça une bombe, seed bomb, une bombe de graines, seed bomb. Derrière moi le parachute qui est rempli de graines de toutes sortes et des pollens pour repolliniser, replanter les zones, les sols arides, ou replanter l'Amazonie. Juste pour amener quelque chose de très positif, l'expérience avec les scientifiques nous a appris que la déforestation, évidemment, elle a eu lieu. On était dans les zones effectivement déforestées pendant l'exploitation de caoutchouc. Et c'est une zone importante pour les scientifiques parce que c'est là qu'on peut voir le repousse, c'est pas ça, le renaissance de forêt. Donc on peut analyser la renaissance d'une forêt qui était exploitée pour le bois exotique. Et les scientifiques sont très positifs sur la régénération des forêts depuis les années qui sont là, qui recherchent. Et justement, nous avons pris les mètres, nous avons mesuré les circonférences des arbres, on a vérifié les tailles, on a vu que la croissance, on avait marqué les espèces qui sont régénérées. Donc c'est très positif, mais on veut aussi apporter une aide supplémentaire avec ces graines et ces pollens. Donc, qui sont aussi, on n'a pas travaillé avec les scientifiques, avec les graines, mais on est beaucoup inspiré d'un ami artiste qui s'appelle Rob
j'oublie son nom, Rob. C'est un grand ami. J'appelle seulement son premier nom. Rob, il a travaillé de nombreuses années avec Kew Gardens, avec leur seed bank à Kew Gardens, et notamment son travail, ça porte sur le photographier les pollens invisibles, donc les pollens invisibles à l'œil nu. Donc il va photographier on l'aide avec les scientifiques parce qu'évidemment il faut les appareils les microscopiques très puissants pour justement apercevoir des détails de ces pollens. Et Rob par la suite il va venir colorier ces pollens, le rendre beau, quoi, magnifique. Voilà, c'est un pollen, on n'a jamais vu avant, c'est magnifique, la beauté, la diversité, le détail dans ces pollens. Donc j'espère que je l'ai fait justice en dessinant quelques-uns de ces pollens. Je lui ai demandé est-ce que ça te dit que je dessine, évidemment. Mais on a, pour revenir sur cette visible, invisible, les dinosaures, l'extinction, etc., c'est témoigner de ces espèces disparues. L'invisibilité, la visibilité est très importante parce que notamment les scientifiques nous ont dit que énormément d'espèces disparaissent tous les jours sans qu'on les découvre. Donc elles sont déjà éteintes. Oui. Mais d'autres renaissent. On parlait des Guardians of Nature et surtout de la question de l'implication. Je sais que dans vos projets, justement, sur cette volonté aussi de favoriser le passage à l'action de vos publics. Dans le projet Amazonia, par exemple, il y a une très belle partie. Je sais qu'il y a ce mètre carré, ces photographies d'un mètre carré que vous vendez, et en échange, l'acquéreur acquiert symboliquement un mètre carré de forêt amazonienne dont il doit s'occuper, par exemple. Il y a le même processus qu'on retrouve dans les passeports Antarctica, avec vraiment aussi, en échange de l'œuvre, une charte signée, un engagement de s'impliquer pour la préservation de la nature, ou là, en l'occurrence, la préservation de l'Antarctique. Oui, cette transition à, je vais dire, responsabiliser aussi le public, elle est venue vers le milieu des années 2000. C'est comment effectivement, on a sonné l'alarme, mais quoi maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire bouger, comment activer un public, être plus activiste en quelque sorte. Et le projet Antarctica était une grande surprise pour nous. Juste brièvement, nous avons voyagé en Antarctique, pas moi-même personnellement, mais Jorge et l'équipe, parce que j'avais des enfants à jeune âge et c'était un voyage trop compliqué de faire. Mais on a voyagé en Antarctique, nous avons mis en place un village antarctique, donc on a installé ces tentes que vous voyez sur les dessins ici, sur les banquises, sur le continent, sur la glace. Et par la suite, nous avons amené tous ces objets témoins de cette expédition. On a collaboré encore avec les scientifiques. Nous avons amené ça dans une exposition en Italie en 2008, donc à la suite de l'expédition. Et nous avons voulu, avec le projet, fonder une communauté antarctique inspiré de la traité antarctique. Le premier traité de paix est signé en 1959 par quelques nations, aujourd'hui qui comporte 56 nations signataires de ce traité, qui engage ces nations à faire des recherches scientifiques. C'est un traité de paix, donc toutes les armes sont bannies. Et c'est une terre de coopération entre tous les scientifiques qui travaillent. Donc cette communauté, on a dit comment on peut... on a fondé le village, c'est symbolique, parce que les tentes, nous avons posé et ensuite enlevé. Comment créer une mobilisation pour parler de toutes les problématiques liées à l'Antarctique, que ce soit le fond des glaces, l'idée de la communauté, la survie, de la protection de faune, etc., la paix. Donc nous avons
créer un passeport antarctique, donc une citoyenneté antarctique, mais c'est un passeport mondial, un passeport universel. Et lors de chaque exposition, donc le premier a eu lieu en Italie en 2008, nous avons délivré des passeports. On a imprimé, je crois, 10 000 exemplaires en pensant qu'on ne va jamais couler les 10 000 exemplaires. Bon, aujourd'hui, on vient de faire les 75 000 exemplaires de passeports mondial antarctique. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, on a commencé à distribuer des passeports et ensuite on a créé une plateforme en ligne, une base de données database, une base de données en ligne et une communauté qui commence à exister dans la zone virtuelle de Antarctica World Passport, avec aujourd'hui à peu près 40 000 personnes qui sont inscrites à travers le site web. Donc on a commencé à voir qu'effectivement on pouvait engager les personnes, on pouvait mobiliser des personnes à travers cette charte d'engagement de l'Antarctique, être acteur de prévention de changement climatique, entre autres. Donc ça c'est en cours, on va faire la prochaine distribution en Russie, en Berlin et à Paris dans l'année qui vient. Donc il y a cette dernière version qui vient de sortir en russe, allemand et français, bientôt disponible. Mais pour revenir sur ça c'était on a vu une mobilisation incroyable. Je pense que 75 000 passeports c'est rien et 40 000 personnes sur notre site. On peut encore faire mieux, mais c'est déjà beaucoup. Donc on a dit avec Amazonia, on pourrait faire le même type de projet et comment le faire. Donc on a décidé que chaque œuvre dans la série Amazonia, il est relié à une parcelle de terre en Amazonie. Donc avec les scientifiques, un des projets que nous avons fait, c'est de diviser un terrain en 10 000 parcelles. Donc on a 10 000 possibilités de vendre 1 mètre par 1 mètre dans l'Amazonie. Ce n'est pas une vente réelle, il s'agit d'une vente morale, une acquisition morale d'une parcelle en Amazonie. Et par la suite, j'ai aussi visité l'Amazonie en Brésil, j'ai passé du temps là-bas et j'ai encore marqué 10 000 parcelles, donc on a 20 000 parcelles. Il faut associer ça à 20 000 œuvres maintenant, et pour chaque œuvre, il y aura son certificat avec son numéro de parcelle. Donc on n'acquérit pas l'œuvre, on acquérit en fait un bout de terrain, une parcelle en Amazonie avec tout ce que ça comporte, ces abeilles, ces moustiques, ces plantes, ces arbres, voilà, toute la biodiversité que c'est inouï et indispensable pour la santé de notre planète. Donc là, vous voyez derrière vous le certificat, c'était le premier modèle de certificat. Et on n'a pas commencé encore le lance. Il y a quelques certificats qui sont partis comme ça, c'est tout naissant. Mais on aimerait mettre en place le base de données, le site web, l'application qui va permettre à délivrer plus facilement le passeport. Donc, je ne peux pas vous le livrer ce soir. J'aurais bien aimé, mais vous pouvez aussi, voilà, c'est ça, délivrer les partitions, pas les partitions, le certificat aussi bien comme le passeport. Donc on peut acquérir un parcelle de terre. Je pense que les engagements, il y a aussi certains engagements. L'engagement, je dirais, qui est le plus important, c'est de transmettre la connaissance de cette parcelle, de la biodiversité, de la beauté de cette nature. Surtout transmettre l'idée de la fragilité, de la nécessité de conserver, préservation, etc. Donc ça vient avec, c'est un engagement moral. On a vu que vos œuvres, du coup, sont vraiment des processus très longs. On voit que tu parles de projets qui ont commencé déjà il y a 10 ans, qui continuent aujourd'hui, qui prennent des formes très variées, qui ont plein de déclinaisons. Pour revenir un peu à cette exposition, ce qui est intéressant, je pense que vous avez voulu faire ici, dans ce lab, c'est de montrer justement, c'est de peut-être mieux transmettre vos processus de création, aller justement de la création à la production jusqu'à la transmission. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un peu comment vous travaillez, quel est ce processus que vous avez présenté ici, comment finalement votre œuvre est aussi une sorte d'organisme vivant avec ses déclinaisons? Oui, absolument. Pour nous, c'est la première fois qu'on montre nos dessins préparatoires.
Donc c'est tout ce que vous voyez sur les petites feuilles qui sont scotchées au mur. Ça vient de nos cahiers qui sont dans les classeurs noirs derrière. On a je dirais des centaines de dessins de tous les projets depuis 91-92. Donc ça, c'est déjà la première étape. C'est montrer notre processus, le rendre visible, qu'on n'a jamais vu avant. Et ensuite, comment ça se dévoile avec les dessins qui sont plus travaillés. Je dirais qu'on a commencé à mélanger ce qu'on trouve sur le dessin préparatoire, on commence à trouver sur ces grandes planches. Plus laborieux avec les couleurs, en sachant que les dessins préparatoires sont en crayon ou encre pigment. Et ensuite, on peut tracer ces dessins et faire à l'infini des nouvelles compositions avec. Donc, c'est devenu encore une méthodologie qu'on emploie. C'est multiplier les possibilités d'expression à travers ces dessins préparatoires. Et on peut voir, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de voir l'évolution. Donc on va retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, la parachute dans divers projets, le gilet de sauvetage, on va trouver le lifeguard, le sauveteur, le personnage, on va le retrouver ailleurs. Dans d'autres salles, le sauveteur, il va en quelque sorte être le sauveteur de la biodiversité amazonienne dans ce projet-là, porter les graines vers les zones arides en vue de le reforester. Et on va le retrouver ailleurs en Antarctique en train de porter quelque chose. Bon, voilà, derrière, là-bas, avec les espèces, les fleurs. Donc l'idée, nous, c'était important on ait découvert ces interrelations et c'était dans cette optique de partager ça avec vous, le public, mais aussi lors des workshops. Donc en fait, les raisons pour lesquelles c'est assez abondant, je dirais, l'installation, il y a beaucoup de choses, c'est très dense. C'est aussi parce qu'il y aura des workshops, donc il y aura des ateliers avec des élèves l'équipe de Drawing Lab est en train de mettre en place, notamment avec Camando et Estienne, je pense que c'est peut-être l'école Boulle qui viendront. Et nous allons parler de notre méthodologie de travail, justement de cette étape de dessin préparatoire, de calcage, et comment ça facilite la création, comment on arrive à développer des idées rapidement et en abondance, et ne pas être bloqué par quelque chose, mais aller au plus vite, parce qu'on n'est jamais sûr d'où on va, mais c'est important de témoigner par le dessin et expérimenter. Juste, je crois, donner les outils. Ça ne veut pas dire que notre méthodologie c'est le meilleur, mais c'est de rendre possible encore cette idée de la potentialité de partage. Voilà, on fait comme ça, mais on a vu que ça se développe rapidement et on a une équipe aussi qui travaille avec nous. Tout le monde travaille avec la même méthodologie et on arrive à développer très rapidement des idées qu'ensuite on choisit de réaliser en an, mais ça existe, l'idée elle est là, on a témoigné, elle est sur papier. Il y a une étape bien avant celle que vous voyez sur le mur. Là-bas, il y a une étape de croquis. Donc, il y a des petits croquis minuscules, 1 ou 2 cm, qui sont les premiers germes d'une idée. Ils ne sont pas forcément bien formés. On voit avec les parachutes derrière, avec les unités mobiles sur le mur derrière. Et ça, c'est quelque chose que Jorge et moi utilisons pour dialoguer entre nous. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on partage avec les autres. C'est vraiment caché, c'est notre conversation par le dessin. Et avec ces dessins, on peut déjà démarrer un projet. Voilà un premier germe, et à partir de ça, donc c'est fondamental, ces petites étapes de minuscules croquis. C'est tout le projet, c'est les 20 ans à venir. Donc je pense que c'était intéressant des fois de le montrer. Et des fois, on ne le transforme pas en dessin préparatoire très minutieux, etc. Parce que ce n'est pas nécessaire. On a déjà eu l'idée sur le papier, c'était parfait. Et ça y est, on y va. Mais beaucoup de dessins servent pour la fabrication aussi. Je dirais l'esthétique de dessin assez particulière à nous. Ça vient de mes années de formation de styliste. Je faisais beaucoup de dessins techniques et
le dessin technique. On voit un petit peu sur le parachute ici avec les échantillons de tissus, les couleurs, des fois les indications de mesure, etc. C'est important, c'est un élément important à dialoguer. Le dessin sert de dialogue, j'ai évoqué entre moi et Jorge, mais aussi entre les gens qui travaillent avec nous, ou des fabricants, des sous-traitants, des artisans, etc. Parce qu'on partage beaucoup la fabrication avec d'autres. Et des fois, ces annotations des unes et des autres se retrouvent sur les dessins. Alors, je voulais juste, si j'ai le temps, d'évoquer, donc, on a aussi expérimenté, donc d'abord, ça c'était pour résumer un peu l'atelier, donc les ateliers auront lieu, on va dévoiler ce processus, et j'espère qu'on va arriver à de nouvelles idées avec les groupes. Mais on a aussi voulu, la volonté de Drawing Lab, c'est expérimenter le dessin sur diverses formes. On montre notre processus qui existe déjà. Mais pour la première fois, on a élargi nos dessins à l'échelle que vous voyez sur les toiles. Donc c'est vraiment un toute première pour nous, c'est une expérimentation. Et vous pouvez être aussi critique que vous voulez parce qu'on n'a pas encore décidé si c'est la voie future ou non. C'est vraiment une étape d'expérimentation. On a pensé aussi que c'était un élément de partage qu'on pouvait discuter et peut-être retravailler dessus dans les ateliers. Bon, le Covid a fait qu'on n'a pas pu faire les ateliers au début de l'exposition, dont les tableaux ont été encore plus retravaillés. On a commencé un petit peu pour faire des tests. Donc vous voyez les couleurs de peinture et on a repeint dessus, on a commencé à redessiner dessus. Oui, je ne sais pas si je dois évoquer la peinture, c'est tellement complexe parce qu'il y a encore des couches et des couches. C'est un tableau en carré, c'est aussi 1 mètre de terre en Amazonie, donc c'est pas 1 mètre par 1 mètre, ça doit être 90 par 90, donc 150, je ne me rappelle plus. Mais la couleur, c'est une couleur qui s'appelle un dérame, donc ça fait partie de nos langages pictural, expression. En fait, c'est une action. Le dérame, c'est une action que Jorge a fait depuis les années 70. Et c'est une action de rejeter, de jeter, de s'exprimer en frustration, en colère en quelque sorte. C'était à l'époque contre le régime militaire. Donc c'est une action d'alarme, aussi on peut parler de ça. Et le mot dérame, c'est un mot espagnol qui signifie aussi un AVC, mais ça signifie aussi une effusion, une coulure, quelque chose qui est hors contrôle. Donc ça représente aussi un problème, le problème de la dictature qui est devenu hors contrôle en Argentine, en Amérique latine. Mais aussi, on a utilisé ici parce que c'est aussi une alarme, attention, la disparition des espèces, etc. Donc c'est certaines actions comme ça qu'on expérimente, commence à expérimenter des gestes et des émotions que Jorge a vécues, qu'aujourd'hui on apporte à la contemporanéité de l'actualité de la société aujourd'hui, que certaines choses sont en boucle et qu'il faut avertir encore. Peut-être pour finir, te demander un peu quels sont vos prochains projets. Je crois justement vous avez une grande exposition un peu aux tanneries. Oui. À Paris d'abord, il y a à la fondation EDF, c'est Courant Vert, donc, qui est le commissaire pour l'Ardenne. Ça, c'est une exposition qui aura un lien aussi avec les problématiques de l'écologie. Et ensuite, nous sommes en préparation, donc c'est très mouvementé au Moulin en ce moment pour notre grand solo aux tanneries, les tanneries Centre d'Art qui se trouvent à Amélie, donc c'est à côté de Montargis. Ça, c'est le 10 octobre. Et là encore, il y a un vernissage public, si tout va bien. Et après ça, ça va être la Russie. Et je pense que le 21, on ne sait pas encore. C'est compliqué avec le Covid, mais il y a des projets en préparation. Ça va dépendre des réglementations en vigueur. Voilà, tout ce qu'on connaît. Et, ouais. Donc, j'ai tout dit. Oui. Ah oui, il y a une exposition aux États-Unis. Il y a plein de petites expositions. On a envoyé. Ah non, à Murano aussi, à Venise, effectivement. Je suis allée à Venise cet été pour travailler sur un nouveau projet
autour de masques, l'identification de l'anxiété avec les masques. Je l'ai retransformé en symbole positif. Je travaille avec le maître verrier à Murano. Donc, c'est dans une exposition avec 60 femmes artistes qui travaillent le verre. On utilise aussi le verre. Depuis 7 ans, je travaille à Murano à réaliser des pièces en verre. Donc ça, si vous avez l'occasion, c'est jusqu'à janvier. EDF, c'est jusqu'à janvier, Drogna 28. Et l'exposition de Moscou va venir à Paris l'année prochaine. Vous verrez ça. Merci Lucie. Et ben, je me tourne maintenant vers vous, si vous avez des questions à nous poser. Non, t'as tout dit. Ça y est, on sait absolument tout de votre œuvre. Excusez pour mes fautes. Non, c'est charmant. Et ben, merci beaucoup et bonne soirée.